Bonjour à tous, donc nous sommes ici aujourd'hui dans l'unité physiologie de la reproduction et de comportement à l'INRAE pour l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, situé à Nouzilly, à côté de Tours, pour parler aujourd'hui des polluants et de la fertilité humaine. L'infertilité humaine concerne aujourd'hui un couple sur 8. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de cette infertilité, à savoir une mauvaise alimentation, l'obésité, mais encore le tabagisme ou encore certains polluants. Dans notre projet Apoferti, financé par la région Centre-Val de Loire, nous sommes intéressés à un des polluants appelé HAP pour hydrocarbures aromatiques polycycliques. Que sont les HAP? Les HAP sont des produits issus de combustion incomplète qu'on le retrouve à la fois au niveau domestique, comme par exemple au niveau du chauffage au bois, également au niveau de la fumée de cigarette, ou encore au niveau lors des barbecues, lors des aliments qui sont un peu trop brûlés, mais également au niveau industriel, dans le cas de sidérurgie, au niveau des sidérurgies, également au niveau de la fumée des bitumes ou encore des centrales électriques. Ces HAP, on les retrouve à la fois à l'état gazeux, mais également au niveau des particules. Comment ces HAP sont pris en compte dans la médecine humaine lors d'une consultation? Où ces HAP sont-ils retrouvés dans l'environnement, au niveau de l'air, du sol et des eaux? Comment les mesure-t-on? Et quels sont les effets? Comment peut-on évaluer les effets de ces HAP sur les cellules ovariennes humaines? Pour répondre à ces questions, plusieurs partenaires du projet Apoferti ont été impliqués. Nous allons tout d'abord revenir à la question de départ qui est donc le problème d'infertilité. Et pour cela, nous allons rencontrer le docteur Verseur qui est donc en pleine consultation. Est-ce que vous avez entendu parler du mot épigénétique? Non. Alors c'est important, c'est que je vous parle de ce concept qui est assez récent. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que notre environnement au sens large impactait notre santé, mais aussi la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est-à-dire qu'on a tous des gènes de prédisposition familiaux. On a vu qu'il y en avait dans vos familles respectives de cancer et d'insuffisance cardiaque. On l'a vu ensemble. On s'est rendu compte que, en fin de compte, on peut moduler l'expression des gènes et donc soit surexprimer ces gènes et donc faciliter la survenue de ces pathologies, soit au contraire les réprimer si on améliore notre comportement au sens large. Donc nous, on a de la responsabilité dans la santé, non seulement de notre santé, mais de nos enfants et de nos petits-enfants. D'où l'intérêt d'essayer de se mettre le plus dans des bonnes conditions pour mettre en route cette grossesse. Est-ce que ça vous paraît clair, tout ce que je vous dis là? Oui, tout à fait. Donc vous ne saviez pas que vous aviez une sacrée responsabilité dans ce cadre-là. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Donc il va falloir qu'on essaye tous ensemble de vous aider à optimiser entre guillemets votre environnement. Donc la première des choses, c'est pas la plus simple, c'est qu'il va falloir essayer d'arrêter le tabac. Est-ce que vous vous sentez capable de le faire seul ou... Ça peut être compliqué. Est-ce qu'on peut continuer la cigarette électronique? Alors, la cigarette électronique est très bien dans le sens où on n'a pas des HAP, enfin les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont je vous avais parlé tout à l'heure. En revanche, ça contient des arômes et ces arômes-là sont susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens. Donc, moi, je vous conseillerais que ça soit peut-être un premier stade pour vous arrêter et après que vous vous disiez que la cigarette électronique, c'est dans le but d'arrêter tout et non pas de continuer la cigarette électronique compte tenu des connaissances actuelles. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions, notamment par rapport au cannabis? Est-ce que ça vous stresse un petit peu d'arrêter tout Oui, ça? du coup, donc il y aurait l'arrêt du tabac, ce que j'ai compris, mais est-ce que du coup le cannabis peut influencer ou pas ma qualité, comme vous l'avez dit? Alors, le tabac et le cannabis, c'est prouvé, ça influence la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes. D'accord. Et chez l'homme, on observe une amélioration du spermogramme quand vous arrêtez. Et donc, c'est plutôt positif, puisque vous avez une action sur la qualité de la spermatogénèse par votre environnement. De la même façon, d'ailleurs, pour l'ovocyte. D'accord ?
Donc je vais pouvoir augmenter mon stock d'ovocytes. Alors, ça ne sera pas possible puisqu'on est avec son stock. D'accord ? D'accord. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut mieux avoir un stock d'ovocytes modéré à 25 ans que de l'avoir à 35 ou 36 ans. On n'est pas du tout dans le même pronostic en termes de chances de succès en médecine de la reproduction et d'ailleurs en grossesse spontanée également. D'accord. Il va falloir chasser les perturbateurs endocriniens de votre environnement. Donc ça passe aussi par un changement de vos habitudes alimentaires. Vous êtes content, hein, votre vie sera différente après la consultation avec le docteur Vasseur et avant, hein, je suis désolée pour vous. Hein. Donc il va falloir que vous essayiez de manger le plus naturel possible, pas de produits transformés et plutôt bio si vous pouvez, et bio local ou bio français serait l'idéal. Vous allez y aller doucement dans ce changement de vie, mais vraiment il faut que ça soit très important, que vous preniez conscience qu'il faut vraiment essayer d'éliminer au maximum ces perturbateurs endocriniens. Ça passe aussi par regarder les produits d'hygiène corporelle, essayer que ça soit le moins trafiqué possible, et par les produits ménagers. D'accord. Donc concrètement, si on fait le bilan, si on change donc, notre quotidien, donc, ça passe déjà par le régime alimentaire plus sain, qu'on arrête l'ensemble des toxiques, donc le tabac, le cannabis, vous pensez qu'on risque d'augmenter nos chances d'avoir un enfant? Vous allez optimiser vos chances d'obtenir un petit pitchoun, avec peut-être la chance d'obtenir une grossesse spontanée, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a une insuffisance ovarienne et qu'il y a une altération du spermatozoïde que vous ne pouvez pas m'annoncer la bonne nouvelle le mois prochain. Et en fécondation in vitro, si on vous prend fécondation in vitro, il est évident qu'on améliorera les chances de succès. D'accord. Tu as vu Joël, sur le dossier que je t'ai présenté, c'est un couple que j'ai vu tout à l'heure, l'âge de la patiente qui est extrêmement jeune, hein, 25 ans, et une insuffisance ovarienne, et je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de jeunes femmes qui présentent de plus en plus des insuffisances ovariennes à un âge jeune. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à l'impact de l'environnement sur la survenue de ces insuffisances ovariennes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est très frappant. Mais tu sais qu'on arrive aujourd'hui à mesurer un certain nombre de polluants, de molécules au niveau de différentes matrices environnementales, comme l'eau, l'air ou encore le sol. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça serait assez intéressant d'essayer de croiser des données des patientes selon le lieu de résidence des patientes qui présentent une infertilité et les teneurs environnementales sur ces 3 matrices de différents toxiques. Oui, effectivement, on pourrait en plus les corréler à ces différents polluants dans le liquide folliculaire, dans le sperme et dans le plasma de nos patients. Ça pourrait être intéressant effectivement de les corréler. L'IGER est une association du type loi de 1901 qui a pour mission la surveillance de la qualité de l'air sur la région Centre-Val de Loire. Elle fait partie de la fédération Atmo France. L'IGER mesure de nombreux polluants atmosphériques, dont les HAP, qui font partie de l'étude Apofarty. Présents dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou particulaire, la famille des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, regroupe plus d'une centaine de constituants. Leurs sources sont variées. Elles peuvent être naturelles, notamment les volcans, mais la majorité est une source anthropique. En effet, il résulte de la combustion incomplète de matières organiques, telles que le charbon, le bois ou les carburants. Ainsi, les secteurs d'activité liés au chauffage et au trafic sont les principales sources d'émissions de ces polluants dans l'atmosphère. Les industries peuvent être également une source d'émissions, notamment les raffineries, les fonderies ou les entreprises fabriquant du goudron. En région Centre-Val de Loire, il faut savoir que les 2/3 des émissions de HAP dans l'atmosphère sont liées au chauffage au bois résidentiel. La toxicité des HAP varie beaucoup d'une substance à l'autre. Ils peuvent être des perturbateurs endocriniens et ils sont aussi cause de cancer. Le benzoapyrène, le HAP le plus étudié, est notamment cancérogène pour l'homme. Il sert de traceur de cette famille dans la pollution atmosphérique.
Il est d'ailleurs réglementé au niveau européen et français. Une directive européenne sur l'air ambiant, reprise dans le droit français par un décret, fixe une valeur cible pour le benzoapyrène à 1 nanogramme par mètre cube sur l'année civile. Depuis 2008, l'IGER réalise des mesures de HAP, du benzoapyrène ainsi que de 6 autres HAP visés par la réglementation européenne sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, en zone urbaine comme en zone rurale. Les niveaux qui ont été observés sont faibles et représentent environ 10% de la valeur cible. Malgré cela, l'IGER, dans sa stratégie de surveillance, maintient un site sentinelle de surveillance des HAP dans l'atmosphère. Il est actuellement situé dans l'agglomération orléanaise. Les prélèvements sont réalisés à l'IGER par le service technique de l'IGER. Nous sommes devant un DA80 qui est un préleveur à haut débit. Il se compose d'une tête PM10 qui retire les grosses particules supérieures à 10 micromètres. Les plus petites, donc inférieures à 10 micromètres, passent par ceci et sont prélevées au niveau d'un filtre ici. Au début, les filtres sont blancs, comme ceci. Puis, ils sont prélevés pendant 24 heures, de minuit à minuit. Et au bout de 24 heures, environ 720 mètres cubes d'air sont passés. Nous le validons techniquement. Donc, il y a certains critères. Que le volume soit correct, qu'il ne soit pas déchiré ou taché. Sur ce filtre, nous récupérons uniquement les HAP particulières. Ce filtre sera envoyé à un laboratoire qui va extraire les HAP présents dessus, puis les analyser en chromatographie gazeuse ou liquide. Le laboratoire nous donne une concentration par filtre. Les filtres sont prélevés une fois tous les 6 jours. Nous avons un jour prélevé, puis 5 jours de repos, ce qui, à la fin de l'année, représente 16% de données en HAP. Ces prélèvements de HAP sont faits depuis des années par l'IGER. Ce sont des données publiques qui servent à la modélisation et également dans le projet Apoferti. Le but du projet Apoferti est de déterminer les concentrations des HAP à l'adresse des patients suivis dans le cadre de ce projet. L'IGER ne peut mesurer les HAP qu'en certains points de mesure de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, le but de mon travail a été de modéliser une carte de concentration des HAP sur l'ensemble des communes de la région Centre-Val de Loire. Dans un premier temps, le but de mon travail a été d'exploiter l'inventaire des émissions réalisées par l'IGER sous forme cadastrale sur des mailles de 500 mètres de côté. L'inventaire des émissions représente les émissions en kilogrammes par an sur l'ensemble des secteurs tels que le chauffage résidentiel, le transport routier et les industries. Ce calcul suit une méthodologie selon des guides nationaux. On voit sur cette carte des émissions en fait apparaître les principales villes de la région Centre ainsi que les axes routiers majeurs de la région Centre-Val de Loire. J'ai calculé une carte de concentration communale des HAP sur l'ensemble des communes de la région Centre-Val de Loire en utilisant le cadastre des émissions. Pour calculer ces concentrations, j'ai modélisé par des calculs mathématiques les concentrations des HAP sur l'ensemble des communes de la région Centre. Ainsi, on a accès à la concentration des HAP pour chacun des patients suivis dans le cadre de ce projet Apoferti. Alors nous sommes ici sur un des 2200 sites du réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS, qui est un réseau qui suit la qualité des sols sur l'ensemble du territoire français, donc en métropole et dans les départements d'outre-mer, depuis une vingtaine d'années maintenant. Ce réseau, il faut imaginer qu'on a des points comme ça similaires sur l'ensemble du territoire et que l'on va revenir tous les 15 ans pour refaire des prélèvements de sol, redécrire le sol, refaire toute une série d'observations et comme ça pouvoir se rendre compte de la manière dont les sols évoluent au cours du temps. L'idée, c'est d'acquérir des informations en lien avec les thématiques importantes qui tournent autour des sols aujourd'hui, que sont le rôle du sol dans le changement climatique, les problèmes de contamination des sols en lien avec la santé humaine ou la santé de l'environnement en général, et puis aussi toutes les questions autour de la biodiversité qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui.
Dans le cadre du projet de recherche Apoferti, nous allons évaluer l'exposition des populations aux contaminants des sols à partir des données du réseau de mesure de la qualité des sols. Alors sur chaque site du réseau de mesure de la qualité des sols, on va appliquer un protocole d'échantillonnage qui est harmonisé et très strict et qui est exactement le même sur l'ensemble de nos 2000 points de mesure en France. Et ça va permettre d'acquérir des données à la fois fiables et de qualité sur l'ensemble de notre réseau et sur le long terme. Alors la première chose qu'on fait quand on arrive sur un site RMQS, c'est le positionner avec une précision de l'ordre de 1 cm. Pour ça, on a un GPS très précis qui vaut le prix d'une voiture et qui va nous permettre de retrouver le site qu'on a laissé il y a 10 ou 15 ans avec cette précision de l'ordre de 1 à 2 cm. Alors ensuite, une fois qu'on a implanté le site au GPS, les 4 coins, on va mettre des jalons. Ces jalons bornent notre carré qui fait 20 mètres par 20 mètres, c'est-à-dire une surface d'échantillonnage de 400 mètres carrés. Et sur cette surface, on a 25 placettes, 25 jalons espacés de 4 mètres les uns des autres pour les prélèvements individuels. Donc pour faire un prélèvement de sol, on utilise un outil qui s'appelle une tarière que j'ai ici. Et cette tarière, elle a des scotch à différents endroits qui permettent de définir la profondeur à laquelle on va pouvoir échantillonner. Et cet échantillonnage de sol avec la tarière, on le fait sur chacune des 25 jalonnettes qui ont été mises. Donc là, je fais un trou à une première profondeur, donc qui est de 0,30 cm. Et ces 0,30 cm, on va les faire pour chacune des 25 placettes, donc avec les jalonnettes qui sont identifiées. Donc lorsqu'on fait un prélèvement de sol, on a une première étape, on fait ce qu'on appelle un arasement de la terre, c'est-à-dire qu'on enlève un peu l'excédent de terre autour de la tarière pour garder uniquement ce qui est à l'intérieur ici de la tarière. Donc une fois qu'on a fait l'échantillonnage sur les 25 placettes à une profondeur de 0,30 cm, la terre qu'on a récupérée, on la transvase dans un gros bac qu'on va ensuite mélanger. Et maintenant, on a un échantillon qu'on appelle composite qui est représentatif de toute la parcelle de 400 m² qu'on vient d'échantillonner. Et après avoir bien mélangé, on va ensuite remplir des sachets qui vont être destinés aux différents laboratoires qui vont mesurer plein de paramètres physico-chimiques, mais aussi d'autres choses comme les contaminants organiques par exemple. Une fois qu'on a fait nos prélèvements et qu'on a rempli tous nos sacs de sol prélevés à 0,30 cm, on continue la manip et on récupère notre tarière et on continue à prélever les profondeurs suivantes dans le même trou. Donc on peut aller jusqu'à 1 mètre. Et une fois qu'on a fini tous nos prélèvements et rempli tous nos sacs, eh bien on enlève les jalonnettes pour laisser le terrain comme on l'a trouvé. Une fois les sols prélevés, ils arrivent ici au Conservatoire européen des échantillons de sol où ils vont subir tout un tas de pré-traitements et puis de stockage avant d'être envoyés au laboratoire d'analyse des sols à Arras qui, eux, vont analyser les HAP. Bienvenue au Conservatoire européen des échantillons de sol. Nous sommes actuellement dans la salle d'archivage du Conservatoire où nous stockons les sites RMQS depuis à peu près une vingtaine d'années. Nous avons actuellement plus de 100 tonnes stockées au sein du conservatoire, mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est la réception. Nous avons une douzaine d'équipes partout en France qui font les prélèvements et nous les envoient ici au conservatoire. La deuxième étape, c'est l'enregistrement sur la base de données nationale. Chaque échantillon est pesé, identifié, contrôlé et enregistré sur la base de données. La troisième étape, c'est la chambre froide. Alors quel but? C'est tout simplement de pouvoir stopper tous les échanges chimiques qu'il peut y avoir dans les sacs. La quatrième étape, c'est l'émautage. Le prélèvement va être placé à environ 2 kg par bac. Ensuite, on va diviser donc, le prélèvement en petites mottes qui sera ensuite placée dans une salle de séchage. Il y restera une dizaine de jours à une température de 30 degrés et un taux d'hygrométrie de 30%. Le but est de reproduire une période de sécheresse afin de mettre la vie en dormance. C'est un séchage lent. La cinquième étape, c'est la sortie de salle de séchage. L'échantillon va être par la suite préparé, émauté et tamisé à 2 mm afin d'en préparer différents alicotes qui partiront dans différents laboratoires.
Donc après les mesures de HAP dans les sols, on va avoir une carte avec pour chaque site RMQS une concentration en HAP dans les sols. On va s'appuyer sur une discipline qui s'appelle la géostatistique, qui va nous permettre, via des algorithmes mathématiques, d'avoir une carte lissée des concentrations en HAP dans les sols de France. On va, pour le cadre du projet Apoferti, pouvoir zoomer sur la région centre et avoir, in fine, une carte des teneurs en HAP dans les sols de la région centre et savoir à quel endroit on a plus ou moins de HAP. On va croiser ces données avec les données dans l'air et dans l'eau pour essayer d'identifier les zones où là on a plus de risques et de HAP dans l'environnement, en fonction aussi croiser cela avec les patientes atteintes d'infertilité dans le cadre du projet Apoferti. Dans le cadre du projet Apoferti, le BRGM s'est intéressé à l'exploitation des données relatives aux eaux souterraines qui sont contenues dans la base de données HADES. Le BRGM est l'opérateur national de cette base de données qui stocke et diffuse les données relatives au niveau d'eau ou à la qualité de l'eau. Cette base dispose des outils nécessaires pour sélectionner les données d'intérêt aux alentours des lieux de résidence des patientes. Les données sélectionnées sont issues de différents producteurs. Cela peut être les ARS, d'autres services de l'État, les universités ou le BRGM lui-même. Ces données sont disponibles depuis parfois plus que 30 ans, mais parfois seulement quelques années. Il y a donc un enjeu à trouver des méthodes statistiques capables d'agréger ces données en une seule valeur. Mon travail, c'est donc d'extraire les données de la base de données et les traiter pour qu'elles soient directement utilisables par les partenaires du projet. Différents problèmes se posent à nous. D'une part, il faut parfois comparer des données qui sont anciennes à des données beaucoup plus récentes. D'autre part, en raison de la diversité des producteurs, il peut y avoir des méthodes d'analyse différentes. Les outils que j'utilise pour cela sont les outils de langage de programmation spécifiques aux bases de données ou à l'extraction et valorisation des connaissances. Pour la base de données, on utilisera le PostgreSQL et pour le reste, le langage Python. Pour analyser les résultats, je mets en œuvre un certain nombre de tests statistiques dont les résultats sont résumés sous forme de nombres. Mais on peut aussi explorer les données sous forme de graphiques. Par exemple, sur ces graphiques, on cherche à comprendre si la population pathologique réside dans des endroits où les valeurs sont plus élevées au regard du reste des valeurs observées sur le territoire. À la fin, les résultats que je produis sont sous forme de tableaux ou de cartes qui résument en une seule valeur les teneurs en HAP par commune. La carte que j'ai produite est celle-ci. On y observe la distribution spatiale des résultats. On peut voir que les valeurs en HAP sont légèrement plus élevées aux alentours de l'agglomération de Tours, mais en général, les concentrations en HAP dans les eaux souterraines restent à des valeurs très faibles. Donc à la clinique de fertilité, les patientes qui suivent un protocole d'aide médicale à la procréation vont suivre un traitement hormonal qui va stimuler la croissance des follicules ovariens. Les follicules ovariens, en fait, ce sont des petites structures, des capsules au sein de l'ovaire qui contiennent l'ovocyte en croissance ainsi que du liquide folliculaire et des cellules de la granulosa. Une fois que le protocole de stimulation ovarienne est terminé et que les follicules ont atteint leur maturité, les médecins et les biologistes de la clinique vont les ponctionner. Donc une fois que la ponction ovarienne a été effectuée, les médecins et les biologistes vont récupérer le contenu du follicule. Donc c'est un mélange de cellules de granulosa qui sont les cellules nourricières de l'ovocyte, du liquide folliculaire et l'ovocyte. Et eux, sous une loupe binoculaire, ils vont récupérer l'ovocyte et à la fin il ne restera que les cellules de la granulosa et le liquide folliculaire. Et nous, c'est ceci qu'on va récupérer, en fait les déchets de la ponction. Donc voilà ce que je récupère. Donc la première étape de la purification va être de centrifuger l'échantillon afin de précipiter les cellules au fond du tube. Alors pour purifier les cellules et séparer les cellules de la granulosa des cellules sanguines, je vais utiliser un gradient Percol. Donc le Percol va me permettre de faire un gradient. Au fond du tube, je vais déposer un volume de Percol à 60% qui va être assez dense. Et sur le dessus, je vais déposer le même volume de Percol à 40% moins dense. Et enfin, par-dessus, je viendrai disposer
mes cellules de granulosa mélangées avec mes cellules sanguines. Donc à la fin de la centrifugation, les cellules de granulosa mélangées aux hématies du sang sont précipitées au fond du tube et forment un culot. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer le liquide folliculaire au-dessus et on va garder le culot qu'on déposera sur le gradient de percole. Je vais d'abord commencer par éliminer le liquide folliculaire qui se trouve sur la partie supérieure du tube. En prenant soin de conserver le culot cellulaire dans le fond. Donc là maintenant je vais récupérer ce culot cellulaire constitué d'un mélange de cellules de granulosa et d'hématies sanguines et je vais venir le déposer à la surface du gradient de percole. Donc je le resuspends un tout petit peu avec ma pipette. Et ensuite je le dépose à la surface du gradient de percole. Donc une fois que j'ai déposé mon culot de cellules à la surface du gradient de percole, on va le centrifuger. Les hématies qui sont plus petites vont traverser le gradient pour tomber au fond du tube, tandis que les cellules de la granulosa qui sont plus grosses vont rester à la surface. Je vais ensuite les prélever, les nettoyer et les recentrifuger une deuxième fois. Donc une fois que j'ai récupéré ces cellules de granulosa purifiées, je vais les resuspendre dans du milieu de culture neuf, pur, et je vais ensuite mettre ces cellules en culture in vitro dans ce genre de plaque. Sur ces cellules de granulosa mises en culture in vitro, je vais pouvoir appliquer différentes doses de HAP. Ainsi, je vais pouvoir étudier leur réaction face à ce contaminant, comme par exemple leur viabilité, leur prolifération et leur production d'hormones stéroïdiennes telles que l'ostradiol et la progestérone. Une fois les cellules ensemencées puis stimulées dans les différentes puits au niveau de la boîte, voilà les résultats que nous obtenons. Donc sur cet écran, vous pouvez voir donc ici les cellules contrôle, donc qui n'ont pas été stimulées avec des HAP. Et ici, des cellules qui ont été stimulées à forte dose HAP. Donc là, pour les contrôles, on voit que les cellules ont proliféré énormément, puisqu'elles sont à confluence, c'est-à-dire qu'elles se touchent toutes, alors qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de cellules, et les cellules sont beaucoup plus petites. Donc un autre effet de ces HAP que nous mesurons sur ces cellules en culture, c'est l'effet sur la sécrétion des hormones sexuelles, à savoir ici la progestérone. Donc là, il est représenté sur ce graphique les sécrétions de ces cellules dans les milieux de culture de progestérone en fonction de différentes doses de HAP. Et comme vous pouvez le voir, en fait, plus la dose est élevée, plus les sécrétions de progestérone diminuent, ce qui mime, en fait, ce qui signifie un effet toxique des HAP sur ces cellules. En conclusion de ce petit film, j'espère que vous avez appris que sont les HAP, où on les trouve dans l'environnement, comment on les mesure et également comment on détermine leur impact sur les cellules ovariennes et comment on les prend en compte en médecine, en consultation ou en médecine de la reproduction humaine. Les HAP ne sont pas les seuls polluants. En effet, on retrouve également les pesticides, mais également certains phtalates ou composants dans les plastiques qui peuvent être néfastes pour la fertilité, mais également d'autres fonctions physiologiques. Donc, suite à ces travaux, il reste bien évidemment plein d'autres choses à effectuer pour essayer de comprendre comment agissent ces polluants, ces HAP, mais également d'autres polluants sur la fertilité et également sur d'autres fonctions biologiques de l'organisme.